Bien le bonsoir dans l'actualité de ce vendredi 15 novembre 2013. Les grévistes de la faim de la FASTEF, la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, les sortants qui lâchent du lest suite à une médiation du collectif des enseignants. Ils refusent de s'alimenter depuis une semaine pour exiger des ordres de service. Violence électorale, le collectif des victimes passe à la vitesse supérieure pour obtenir une réparation de l'État du Sénégal. Entre autres, internationaliser le dossier et effectuer des projections publiques de vidéos. Des améliorations relevées dans le rapport 2012 des statistiques du travail, l'utilité de ce baromètre dans l'évolution du monde du travail, entre autres questions, avec le ministre de la fonction publique, Mansour Sy, sera avec nous dans le dernier chapitre de ce journal. Tension ce matin sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar. Les forces de l'ordre ont dispersé des étudiants à coups de grenades lacrymogènes. Les manifestants avaient bloqué l'avenue pour matérialiser leur désapprobation de la hausse des frais d'inscription. Les sortants de la FASTEF s'ouvrent à d'éventuelles négociations sérieuses, selon leurs termes, avec le gouvernement. Une concession fruit de la médiation du collectif des syndicats d'enseignants. L'organisation a obtenu d'eux la libération du bus immobilisé depuis un peu plus de 24 heures. En revanche, la grève de la faim qui a duré une semaine se poursuit. Ils exigent, je le rappelle, des ordres de service au terme de leur formation. Jafaraba Hadiatala. Tout était réuni pour réduire en cendres ce bus de Dakar Demdik, immobilisé et séquestré par les sortants de la FASTEF. Grâce aux bons offices du collectif des syndicats d'enseignants, les grévistes de la faim ne sont pas passés à l'acte. Le bus sera libéré et nous avons déjà l'accord de nos camarades. Et je crois qu'aujourd'hui, les autorités de, Dakar Demdik pourront venir récupérer leur bus. Les sortants de l'Institut ont certes renoncé à incendier le bien de Dakar Demdik. Ils campent cependant sur leur position de poursuivre leur diète pour exiger leur insertion dans la fonction publique. Nous allons continuer la grève de la faim jusqu'à ce que tout le monde soit affecté. Mais le bus, on va le libérer, puisque ce sont nos collègues, nos syndicats qui nous ont accompagnés depuis le début, qui nous l'ont demandé. On a eu 5 évacuations depuis mercredi. Une grève de faim, c'est pas comme ça qu'on l'arrête. Dès qu'on l'entame, on espère avoir gain de cause. C'est quoi cette gain de cause? C'est d'obtenir nos OS. Parce que les OS, nous ne sommes pas en train de commander, nous sommes en train de demander nos droits. Les syndicalistes qui déplorent la situation comptent poursuivre leur mission pour la recherche de solutions à la crise. Nous leur donnons toutes les garanties que la partie syndicale ne ménagera aucun effort pour contraindre l'État du Sénégal à recruter tous ces sortants-là. Et là, s'il le faut, nous allons entre nous trouver les voies et moyens de déclencher même un mot d'ordre pour que nos camarades soient recrutés. Les sortants de la FASTEF, formés pour mieux éduquer, n'ont malheureusement pas encore l'opportunité de mettre leur savoir-faire au service des potages. Tenaillés par la faim, doivent-ils encore prendre leur mal en patience pour être intégrés? Le ministre de la fonction publique se dit favorable à des négociations avec ses étudiants professeurs, Mansour Sy, qui n'a pas plus de solutions, en tout cas pour l'immédiat. Selon lui, on serait dans l'impasse. L'impasse face à un nombre de sortants de la FASTEF bien supérieur à la demande. Il faut qu'on harmonise ce que fait la FASTEF et les besoins du ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est quand même... Vous savez que depuis très longtemps, les recrutements n'étant plus automatiques. Mais on ne peut pas organiser une formation payante pour mettre sur le marché un nombre qui dépasse les besoins de l'administration. Ça crée des problèmes. La FASTEF a hérité de ce qu'il y avait au niveau de l'école normale supérieure, mais l'école normale supérieure dépendait du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, c'est la FASTEF. Ils sont au niveau de l'enseignement supérieur. Je pense que mon collègue est en train de travailler sur cette question pour qu'on ne revive plus cette situation. Mansour Sy, ministre de la fonction publique, avec nous sur ce plateau tout à l'heure pour plus de détails sur cette question, mais également sur le rapport des statistiques du travail présenté ce matin.
La sourde oreille de l'État du Sénégal provoque l'ire des familles des victimes de violences électorales. Ce sont leurs termes. Le collectif décide ainsi d'internationaliser ce dossier. Il n'exclut pas d'organiser des projections de vidéos, ce pour amener les autorités sénégalaises à réagir face à la demande de réparation des intentions formulées ce matin devant la presse sénégalaise. Sur l'ensemble des cas de torture notés dans la période électorale, seul un dossier a été traité, indique le collectif des victimes et familles des victimes des violences électorales. Il dénonce la lenteur dans la procédure. Certaines preuves ont été déposées au niveau des tables justement de la justice, mais malgré cela, nous avons constaté qu'il y a quand même une volonté manifeste, peut-être des autorités étatiques, mais également des autorités judiciaires, pour ne pas instruire ces dossiers. Nous voulons que les cas soient traités d'une manière globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fasse pas une scission. Ça crée des frustrations au sein du collectif et des membres du collectif, donc les victimes, qu'on traite seulement les victimes qui sont décédées et puis pour les victimes qui ont été torturées, qu'on se dise, bon voilà, on va attendre après. Quant aux défenseurs des droits de l'homme, ils se sont écartés par la commission mise en place par l'État. Parallèlement à l'action judiciaire, une commission d'indemnisation avait été mise sur place avec l'accord des victimes, je dois l'avouer, pour voir, dès lors que l'État avait reconnu sa responsabilité civile, il était convenu que l'État puisse indemniser de la façon la plus prompte les victimes en attendant que l'action judiciaire se fasse, que la justice continue son travail. Là également, les victimes ont été surprises de n'être pas associées d'abord aux travaux de cette commission. Également, les victimes ont été frustrées de voir les organisations de défense des droits de l'homme qui les soutiennent écartées de cette commission. Et à ce jour, également, les victimes n'ont reçu aucune proposition concrète. Les voies de suivi interne épuisées, le collectif compte saisir les instances onusiennes. Nous avons décidé, avec nos avocats, avec les organisations de défense des droits humains, de voir les recours, puisque nous avons pour nous épuisé les recours internes, nous allons vers des recours externes, c'est-à-dire saisir les juridictions internationales, notamment les institutions comme le Comité des droits humains des Nations Unies contre la torture. Les victimes de violences électorales ont déjà une plainte pendante à la Cour de la CEDEAO. Cette fois-ci, le collectif réclame des mesures concrètes. D'ailleurs, ses membres vont formuler des recommandations dans les jours à venir. Par ailleurs, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme poursuit son chemin pour faire rendre justice sur une autre affaire, celle des victimes présumées des forces de police, notamment Ibrahim Samb et Robert Sambou. L'organisme de défense des droits de l'homme a déposé 2 plaintes cette semaine. Écoutez Maître Hassan Diamandiaye. Les familles se sont adressées aux organisations de défense des droits de l'homme. Elles pensent qu'il y a une volonté également de faire obstruction à la justice. Elles ont saisi les organisations des droits de l'homme. Et simultanément, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar et le procureur près le tribunal régional de Diourbel ont été saisis par des plaintes formelles. Là également, dans la lignée de ce qui se passe aujourd'hui, nous pensons que la justice doit agir avec célérité et nous pensons que la vertu de la justice, c'est d'éviter la réitération des faits. Et nous pensons que si la justice fait son travail, ces phénomènes que nous notons, ces cas de décès dans les casernes, dans les brigades, dans les commissariats, peut disparaître ce phénomène. Mais à condition qu'il y ait cette épée Damoclès qui pèse sur la tête de ceux qui sont tentés aujourd'hui de le faire. Et puis la visite du ministre français de l'Intérieur à Dakar, Manuel Valls, s'est rendu sur l'île de Gorée ce matin. L'ancien maire d'Evry a qualifié la traite négrière de négation de la personne humaine. Par ailleurs, il annonce un appui de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Manuel Valls est à Dakar dans le cadre d'une tournée dans la sous-région. Désencombrement du boulevard Général de Gaulle. Les associations de centenaire Gibraltar soutiennent le projet de la mairie de Dakar. Les occupants, pour leur part, se disent disposés à obtempérer, mais posent un certain nombre de conditions. Mohamed Dieng, Fatou Kinedem. Allée du centenaire, un seul mot d'ordre pour les marchands ambulants et tabliers.
pas question de quitter les lieux. C'est une mesure impopulaire et le maire Khalifa Sall a pris cette décision-là sans concerter les composants, les Chinois et les marchands ambulants. On a discuté avec personne. Il a pris cette décision à lui seul. Donc, nous lui attendons et nous lui appelons Tamil à la concertation avant tout. La décision de la mairie de Dakar de désencombrer le boulevard du Général de Gaulle trouve souteneur. La section Forum Civil, le collectif des mouvements et les associations de centenaires Gibraltar estiment que cette mesure est un impératif. C'est cette occupation anarchique que nous voulons combattre. Et le maire nous a tendu la perche parce qu'il a avancé comme quoi qu'il va désencombrer le boulevard au mois de décembre. Et nous voulons profiter de cette occasion vraiment pour lui dire que nous le soutenons de tout cœur. Et en plus de ça, nous sommes prêts à l'accompagner dans cette action. Parce que le boulevard Général de Gaulle est une vitrine du Sénégal. Pourquoi une vitrine du Sénégal? C'est parce que c'est là que le défilé du 4 avril se passe. C'est en fait, en quelque sorte, c'est notre Champs-Élysées. Toutes les populations de Centenaires Gibraltar, associations et mouvements confondus, donc, sont unanimes et sont en totale phase avec lui sur cette action. Mais aussi, nous voudrions aussi que M. Khalifa Sall comprenne aussi les populations logées des Chinois et vice-versa, que je pense que s'ils sont dans la légalité, ils peuvent exercer. Du côté des marchands ambulants, la meilleure mesure serait de partir avec les Chinois. Nous ne voulons pas qu'on ne soit pas avec les Chinois. Les Chinois, si on les amène à Djamnyadja, nous les suivrons. Ça, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. La maire nous a dit que nous n'avons pas de site. Parce qu'ils ont des problèmes pour recaser les gens qui sont au Sandaga. Donc nous leur proposons de venir, qu'on organise. Ça, il n'y a pas de problème. C'est possible que l'établier quitte et que les Chinois restent. Parce que nous avons vu avec Ponty. Au niveau de l'avenue William Ponty, ils ont fait partie de l'établier, mais il y a les boutiques sont toujours là-bas. Par ailleurs, la section Forum Civil et la population de Centenaires Gibraltar entendent accompagner Khalifa Sall dans son projet qui, selon elle, permettra à Centenaires de retrouver son lustre d'antan. Cette bouée de la fondation belge ELEC, bien accueillie par le CM de Guéréo, débordée par un effectif pléthorique, 3 nouvelles salles de classe équipées, en plus d'un projet de lycée dont le parrain est l'international sénégalais, l'ancien international sénégalais Khalidou Fadiga, qui était d'ailleurs à l'inauguration de ces nouvelles salles de classe. Ça me tenait à cœur depuis que j'en ai parlé avec Philippe et Marius. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ton pays. J'ai dit mais ce qu'on pourrait faire pour mon pays, c'est de donner la chance à tout le monde. Et de donner la chance à tout le monde, je pense que ça passe par l'éducation. C'est le b.a.-ba de tout être humain. Et donc voilà, donc j'ai demandé à ce que ce soit un collège, puis ça devienne un lycée, Khalidou Fadiga, Inch'Allah. Donc les choses sont faites de manière à que ce soit d'ici quelques temps, que tout soit fini, tout soit construit. Et donc voilà, pour moi c'est un honneur, c'est une fierté. Ce que nous avons reçu, c'est la notoriété et c'est une certaine facilité de vivre. Et cette facilité de vivre là, nous devons partager avec les gens. On peut signaler une demande relativement récurrente pour l'enseignement de l'économie familiale et de l'enseignement artistique. L'administration dispose de 4 agents de surveillance et le principal, soit 175 élèves par surveillant. Imaginez le ratio et imaginez également le poids qui pèse sur les épaules de ces surveillants. Ce qui pose un véritable problème de discipline dans la cour, aux alentours et dans les salles de classe en cas de permanence. Vous remarquerez avec moi que l'établissement est sans clôture. Sur le plan du travail, l'on a signalé quelques difficultés, l'inexistence de labos qui déteint sur les résultats si l'on sait que l'expérimentation est un réel complément de la théorie. Deuxièmement, l'inexistence de salles d'informatique équipées qui, bien entendu, nous classent d'emblée dans la catégorie des analphabètes du siècle. Et enfin, cinquièmement, l'inexistence de toilettes pour les personnels. Et j'en passe.
Toutes les sensibilités religieuses, confrériques, s'étaient donné rendez-vous hier à Mbour. Les fidèles venaient assister à la traditionnelle procession à l'initiative de Fansourlana, une marche depuis 14 ans à l'occasion de la célébration de Ashura. Mohamedou Gaye réunit tous les musulmans pour exalter la grandeur de Allah. Une seule phrase qui englobe l'apparent et le il n'y a point de divinité qu'Allah. Jafaraba Dissaprera. Ils ont marché comme chaque année pour rendre grâce à Dieu. Les disciples de la confrérie Al-Islamia ont arpenté les rues de Mbour au lendemain de la Tamkharit. Pourquoi on marche? C'est une façon de dire, c'est une miséricorde pour nous, parce que ne serait-ce que le lendemain de cette fête qui est la Ashura, ça nous permet à nous, avec notre guide spirituel, de dire Alhamdulillah Allah. C'est une façon de rendre grâce à Dieu. Un jour symbolique pour les disciples de Cheikh Mohamedou Gaye. Selon eux, la décision de marcher au lendemain de la Ashura est un message divin parvenu à leur cheikh. Et là, ce jour qu'il a choisi, c'est un jour qui lui a été décidé par le ciel. Il a reçu ça comme un message divin. C'est ça qui a fait qu'on a choisi ce jour pour faire ce qu'on est en train de faire, qui est une marche pour dire Alhamdulillah. On a reçu ce qu'on appelle la théophanie, ce mélange entre la théorie et la pratique de l'islam. Il faut savoir, il a toujours dit qu'il faut ces trois, le visuel, l'écoute, plus, comment on appelle ça, ce qu'on peut toucher. C'est ça qu'il nous a dit. C'est-à-dire qu'on veut guider l'homme vers l'au-delà, il faut lui donner les trois choses. Il faut lui dire, il faut lui montrer, il faut lui donner. Et avec lui, on a tout reçu. 2013, c'est la 14e édition de cette marche en 20 ans d'existence. ndax ana luy dëgg laa ilaha illallah laa ilaha illallah boo ko doon caaxaane sax yàlla bëgg na. Cheikh Diandiao, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diabaté. Évidemment, la rencontre de demain contre la Côte d'Ivoire. Voilà, les Lions du Sénégal qui se sont entraînés cet après-midi, mais c'était à huis clos. C'est le dernier galop d'entraînement donc au stade de Casablanca. Ce matin, ils se sont également entraînés avec des anciens internationaux venus le réconforter. Reportage signé sur place nos envoyés spéciaux Abdoulaye Der et Mor Kharma. Va-t-il devenir la terre promise des Lions d'Alain Giresse? En tout cas, l'union sacrée autour de l'équipe se fait sentir ici au Maroc à quelques heures du match face à la Côte d'Ivoire. Dans cette floraison de soutien aux Lions, deux de la génération de 2002 se distinguent. J'ai fait ce voyage parce que c'est à titre personnel déjà, parce que bon, comme je dis, on est tous des Sénégalais, on a envie d'entendre le Sénégal un peu partout, on a envie d'entendre le Sénégal dans les plus grandes compétitions. Maintenant, je suis venu soutenir l'équipe, il y a Lamine Diatta aussi qui est là. Tout ce que j'ai à leur dire, c'est de rester eux-mêmes et puis de mouiller le maillot, ce maillot qu'on a, qui est très cher, le maillot du Sénégal. Je suis venu encourager notre équipe nationale et surtout les supporter en tant qu'ancien joueur et grand frère, venir donner des conseils et pour ce match crucial, qualificatif pour la Coupe du Monde. Les soutiens et conseils de ces deux anciens de 2002 ne seront pas de trop pour créer l'exploit. Le 12e Gaïndé du Maroc, également présent au stade Mohamed V de Casablanca, lors de cette unique séance ouverte, promet une mobilisation à la hauteur de l'enjeu. On a espoir qu'on mobilisera entre 5 000 et 7 000 supporters pour ce match, plus ceux qui viendront spontanés. Donc on espère faire de l'ambiance demain. On a aussi pris le choix de mobiliser d'anciens footballeurs sénégalais qui ont marqué le Maroc. D'ailleurs, on fait venir Moussa Ndao qui a accepté de venir demain matin. Donc il va venir demain matin et passer dans certaines chaînes pour mobiliser. Parce que c'est psychologique. Avec la Côte d'Ivoire, c'est psychologique. Le Sénégal avec la Côte d'Ivoire, c'est psychologique. Donc. Voilà, à quelques heures du coup d'envoi donc du match Sénégal-Côte d'Ivoire, ici à Casablanca, les dés sont pratiquement jetés. Il ne reste plus qu'aux Lions à faire ce que tout un peuple attend d'eux, arracher une qualification, une deuxième qualification à la Coupe du Monde. C'était Papa Abdoulaye Der, Mor Kharma Tambédou, envoyé spéciaux de la TFM, la télé Futur Média, à El Jadida et Casablanca.
Voilà, merci Papa Abdoulader. Il faudra remonter 2 buts donc aux Ivoiriens et pour cela il faut mobiliser et là c'est l'ambassadeur du Sénégal sur place qui s'y colle, vous l'avez entendu dans nos précédentes éditions. Khalilou Fadiga lui est sceptique même si le cœur souhaite qu'il en soit autrement. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione. Ça va être relativement compliqué à partir du moment où il va falloir qu'on marque 2 buts à la Côte d'Ivoire. On connaît leur technique, on connaît leur abnégation. Et c'est vrai qu'ils ont déjà un pied en Coupe du Monde. Ça va être très compliqué pour le Sénégal. Mais bon, comme je disais la dernière fois, en tant que Sénégalais, je suis supporter de mes Lions et je serai toujours supporter fervent des Lions du Sénégal. Si on parle juste football tactico-tactique, à l'heure actuelle, je pense que la Côte d'Ivoire est au-dessus du Sénégal. Je pense que c'est la même situation qui nous mène quand on est gagné ou quand on est mené par une certaine lucidité. Je pense que oui, on se doit d'être impartial, même si on est supporter sénégalais. On sait que ça va être ça va être même très compliqué. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon cœur est gainé, mon cœur est sénégalais. J'aimerais tellement que cette équipe nationale aille à la Coupe du Monde, mais je vous avouerai que c'est très compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la raison me fait dire justement que la Côte d'Ivoire a plus de chances que le Sénégal. Là, Salam Lam pense la même chose. Si le Sénégal veut s'en sortir, il doit y passer par le collectif. Salam Lam, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Cheikh Tidiane Dione. Aujourd'hui, nous allons vers un match effectivement très difficile, sachant que la Côte d'Ivoire est la meilleure équipe africaine du moment sur le plan des statistiques. Mais donc les subtilités du tirage nous ont opposés. Si on avait à choisir, on n'allait pas choisir la Côte d'Ivoire, mais il faut l'affronter et jouer, parce que quand même, c'est une équipe comme toutes les autres. Même si elle est supérieure à nous, il faut le reconnaître. Bon, maintenant, sur un match, c'est nous qui recevons, mais tout est possible. L'impossible n'est pas sénégalais. Un match d'abord, il faut le prendre collectivement. Bon, même si aujourd'hui on a des individualités qui devront faire la différence. Et je te dis tout de suite que ces individualités ne se trouvent pas chez nous, se trouvent avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou et Yaya, ben, c'est pas n'importe qui. Donc c'est des gens qui ont eu à jouer pendant une dizaine d'années. Que je connais très bien pour les avoir croisés également avec le Ndiamour et le Djaraf. Donc ça fait des années déjà. Donc ça fait 15 ans qu'ils jouent ensemble. Donc je ne suis pas d'avis que la Côte d'Ivoire est vieillissante. Je pense que c'est des gens qui sont matures et qui jouent au rythme de l'adversaire. Voilà, Sénégal, Côte d'Ivoire à suivre demain donc à partir de 19h à l'avant et l'après-match. Ce sera sur les antennes de la télé Futur Média avec Mame Fatou Ndoye. La CAF a publié une liste de 25 joueurs, donc 25 joueurs nominés pour le titre du meilleur footballeur africain 2013. Dame Ndoye est le seul Sénégalais qui figure dans cette liste. Génération Foot va procéder à l'inauguration de ces installations. Ce sera ce samedi, une cérémonie donc qui marque les 13 ans d'existence de ce centre de formation. Reportage signé Abdoul Aziz Khan. L'inauguration des centres de formation est à la mode. Après celle de Djambar qui s'est déroulée il y a plus d'une semaine, c'est au tour de Génération Foot de procéder à l'inauguration de ces installations qui se trouvent à Déni Biram Ndao. Là, on va inaugurer le centre le 16, mais aujourd'hui, ce que vous devez savoir, il n'y a aucun gamin qui paye. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Ça, il faut que vous le sachiez parce que des fois, les gens disent que est-ce que les gamins payent? Mais il n'y a aucun gamin qui paye à Génération Foot. Donc, revenons à l'inauguration. C'est la première phase. Nous voulons franchir le deuxième palier. Comme il a si bien dit le président, on n'a pas eu d'aide. Donc, nous comparer à d'autres centres, c'est bien, mais Génération Foot aujourd'hui a amené plus de 80 joueurs de toutes nationalités confondues. Si j'en cite aujourd'hui, je pense qu'on va parler jusqu'à demain.
en termes de résultats, ce que nous avons vu, il n'y a aucun club qui l'a fait au Sénégal. L'inauguration se fera en présence des dirigeants du FCMS, partenaire historique de Génération Foot. Ce partenariat entre le FCMS et Génération Foot existe maintenant depuis une quinzaine d'années. Dans un premier temps, c'était dans des conditions peut-être un peu précaires, mais qui ont donné quand même naissance à beaucoup de grands talents. On connaît tous Papis Cissé, on connaît aussi Fallou Diagne, Babacar Gaye, Chergaï et plus récemment Sadio Mané. Mais il fallait passer à une étape supérieure et se doter d'équipements qui permettent de travailler pour être à la fois performant pour l'évolution sportive des joueurs, mais aussi pour leur éducation. C'est la raison pour laquelle nous avons investi dans ce centre qui est doté de 3 terrains de très bonne qualité, d'un terrain de compétition, de pavillons d'hébergement, de restauration et également des équipements sportifs de meilleur niveau. Actuellement en National 1, Génération Foot a révélé de nombreux talents, dont Babacar Gueye, Papis Demba Cissé, Sadio Mané, Diafra Sakho, pour ne citer que cela. Merci beaucoup Abdelaziz Khan. Retenez qu'en Europe actuellement on joue les barrages allés de la Coupe du Monde avec 2 affiches extrêmement importantes. France qui se déplace en Ukraine, 0 but partout. Même score actuellement également entre Portugal et la Suède. Nous parlons de sport automobile pour boucler avec le début du championnat sénégalais de sprint de litres. C'est ce dimanche au circuit Dakar Baobab de Signa. La première édition est dotée du drapeau TD Futur Média. Henri Diouf est le président automobile du Rail de Thiès. Je vous propose de l'écouter au micro de Djibril Dieye. Après 4 mois de trêve, le championnat du Sénégal de sprint de litre reprend ses droits sur le circuit international Dakar Baobab de Sindia. Et pour la première épreuve du championnat de sprint de litre que nous dédions à la télévision Futur Média, qui est le miroir du sport automobile au Sénégal, nous aurons un plateau de pilotes assez relevé. On a d'abord le pilote du club automobile du Rail, bien évidemment, avec Maximilien de Freitas qui a été champion du Sénégal. Nous avons aussi un team italien, des Belges, et aussi un trio de femmes, Madame Sofia Samba, Abibatou Fall et Sandra Bokandé qui nous revient aussi. Il y aura quelques surprises parce que des voitures sont arrivées. On notera la participation de Abdou Thiam et je crois que d'autres pilotes seront de la partie. C'est un appel à tous les amis de Thiès, à tous les amis de Mbour, de Sindia, etc. pour venir nombreux à cette fête de l'automobile. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qui met un terme à cette page des sports Khalifa Diakhaté. Tout le Sénégal sollicite vos prières de Khalif demain pour venir à bout de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw. Nous avons parlé en début d'édition, ces améliorations relevées dans le rapport 2012 des statistiques du travail, l'utilité de ce baromètre dans l'évolution du monde du travail, entre autres questions, avec le ministre de la fonction publique sur ce plateau dans un peu moins de 2 minutes. Mais d'abord, le compte-rendu de la rencontre de ce matin, une conférence de presse pour présenter ce rapport. C'était avec la présence de Alioune Diagne et Fatima Ba. Plus de 37 000 contrats de travail ont été enregistrés à l'inspection du travail en 2012. C'est ce qui ressort du rapport statistique de travail 2012. On a noté une augmentation de 29% des contrôles des entreprises. Donc, par rapport à 2012, il y a eu une augmentation de 29%. Donc les entreprises sont beaucoup plus contrôlées. Si on fait le ratio par rapport au nombre d'emplois qui ont été créés du fait de ces 1282 établissements qui ont été ouverts, donc on se rend compte qu'il y a eu au total 37 000 emplois, 37 000 travailleurs qui ont eu à bénéficier de contrats de travail du fait de l'ouverture de nouveaux établissements, mais du fait également du recrutement par les entreprises qui existaient avant 2012. Beaucoup d'établissements ont vu le jour durant cette année 2012, d'autres n'ont pas survécu. Sur ce, le ministère de la fonction publique apporte des éclairages. En termes d'ouverture d'établissements, il y a eu 1282 établissements qui ont été ouverts en 2012. Durant la même période, il y a eu 233 entreprises qui ont fermé.
Parmi ces 233 entreprises, les 60% sont composés d'entreprises individuelles et également de GIE. Et donc ce type d'entreprises sont des entreprises la plupart du temps qui sont mises en place au fin de constituer un dossier administratif, par exemple, pour soumissionner à un marché. Parmi ces entreprises, celles-là qui n'ont pas pu gagner le marché vont juste après fermer l'entreprise. Parce que si on ne ferme pas l'entreprise, on sera appelé à supporter des charges, notamment en termes de charges au niveau de l'IPRES, au niveau de la caisse, au niveau des impôts. Dans ce rapport de statistiques de travail 2012, une nette amélioration est observée dans plusieurs secteurs par rapport à l'année 2011, ce qui s'explique selon le ministère de la fonction publique par le renforcement du parc automobile et informatique du département. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. D'abord, comment tirer profit d'un tel travail, de ce travail de ces inspecteurs? Les statistiques du travail sont importantes pour maîtriser le marché du travail. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une situation exacte. Par exemple, ici, connaître sur une année le nombre d'entreprises créées, connaître le nombre d'entreprises fermées, connaître le nombre de contrats qui ont été signés, mesurer un peu l'impact des protocoles d'accord qui ont été mis en œuvre par l'inspection du travail, ce sont des renseignements importants. Ouais. C'est important d'abord parce que ça nous permet de mesurer le fait d'abord qu'en 2012, on l'a dit tantôt, 37 114 contrats. Donc ce sont des emplois contractuels qui ne tiennent pas en compte les emplois, par exemple, de la fonction publique. Et ça, les 5500 proviennent de 1282 entreprises nouvellement créées. Ça veut dire que les entreprises existantes, malgré la morosité de l'environnement national, malgré les contraintes, ont recruté plus de 36 000 emplois contractuels. Qu'est-ce que ce chiffre représente vraiment à côté de tous ces employés envoyés au chômage à cause de fermeture d'entreprises? Qu'est-ce que cela représente? Les entreprises fermées, les 233 entreprises fermées, ça correspond à 1092 emplois perdus, contre 37 114 emplois créés. Mais vous savez que quand on a l'ambition, comme l'a dit M. le Président de la République, de créer 300 000 emplois pendant son mandat, chaque entreprise, chaque emploi perdu pose problème. Mais c'est aussi utile de savoir que la vie des entreprises, il y a des entreprises qui sont à courte durée de vie. Par exemple, vous voulez faire un chantier. C'est normal qu'à la fin du chantier, que votre entreprise soit fermée. Alors ça, c'est dans le cadre du travail temporaire. Temporaire. Non, même dans le cadre de contrats à durée déterminée. Si vous avez, par exemple, à ce niveau ici, la possibilité de vouloir développer des entreprises dans un certain nombre de secteurs, vous êtes obligé de le savoir. Si vous êtes dans une ONG, vous avez un projet qui peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est normal que quand vous faites une déclaration d'ouverture, qu'à la fin des 2 années, 3 années, quand les financements sont finis, que vous puissiez fermer votre entreprise. Donc il y a des entreprises dont la durée de vie est limitée, et ce sont des entreprises à courte durée de vie. Est-ce que cela n'appelle pas une création de structures ou d'agences de gestion du travail intérimaire, du travail de l'État, pour justement combattre la précarité qui peut accompagner ce statut de travailleur par intérim? Les différents statuts des travailleurs est réglementé par la loi. Nous avons des travailleurs qui peuvent avoir des contrats à durée indéterminée, ou bien des contrats à durée déterminée, ou bien des contrats saisonniers. Ça, c'est réglementé par la loi. Et je pense que les entreprises aussi recrutent en fonction de leurs besoins dans le secteur. Mais ce qu'il y a et qui constitue un élément important, c'est que les emplois à durée indéterminée ont augmenté de plus de 36%. C'est important. De la même manière, les contrats à durée déterminée aussi ont augmenté. Au moment où les contrats à durée qui sont des contrats dits saisonniers, ont diminué par rapport au nombre de 2011. C'est-à-dire que ce sont les statistiques qui vont nous permettre de maîtriser le marché du travail, parce que cela va nous permettre tout simplement de pouvoir savoir avec précision le nombre d'entreprises qu'on a créées. Il y a des éléments importants. Vous savez que l'administration du travail aussi gère les protocoles. En 2012, les protocoles qui ont été signés ont porté sur un montant total de plus de 2 455 millions. Donc des arrangements à l'amiable sur des conflits collectifs qui sont nés et qui ont été gérés par l'administration du travail. Sans compter que les conflits individuels aussi, qui sont au nombre d'environ 1140,
ont généré sur un montant total de près de 334 millions. Très bien. Alors, j'aimerais, Monsieur le ministre, que nous nous arrêtions un peu sur le travail saisonnier et sur le travail à courte durée et leur gestion de façon globale. Comment mettre sur pied des structures de gestion de ce genre de travail pour combattre la précarité qui peut handicaper beaucoup d'ouvriers qui sont souvent appelés à durée limitée. Je pense que pour le moment, tout ce qui est travail est géré par l'administration du travail. C'est la loi qui organise les conditions dans lesquelles on peut bénéficier d'un contrat à durée déterminée, limité dans le temps, et là, en fonction des besoins, ou bien d'un contrat saisonnier. Parce que les entreprises peuvent arriver à des périodes où ils sont confrontés à un nombre de questions particulières et ils ne peuvent pas recruter. Vous savez, la flexibilité aussi au niveau de ce secteur est une flexibilité importante. Ma préoccupation, c'est principalement la précarité de ce genre de travail, surtout par rapport à la retraite. Je pense que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a même pas d'emploi permanent que d'emploi saisonnier. L'entreprise, elle doit vivre. Et l'entreprise, pour vivre, vous allez par exemple dans un hôpital, vous voulez faire fonctionner un hôpital, vous ne recrutez pas seulement des spécialistes, vous recrutez même des brancardiers. Des filles de salle, des garçons de salle, vous recrutez en fonction des besoins que vous voulez. C'est la même chose sur le marché du travail. C'est-à-dire quand vous êtes dans une entreprise, vous recrutez des contrats à durée indéterminée, vous recrutez des contrats à durée déterminée, vous recrutez des contrats saisonniers. C'est en fonction des besoins de l'entreprise que se font ces types de recrutements. Je pense que chacun de ces recrutements constitue un aspect important. Je pense que la loi prévoit les conditions dans lesquelles on ne peut pas continuer à faire par exemple des contrats à durée déterminée, c'est renouvelable une seule fois. Je pense que ça c'est un aspect important. Donc au bout de ça, on est recruté pour un contrat à durée indéterminée ou bien on est... Très bien. Alors de façon globale, Monsieur le ministre, vous reconnaissez le manque de moyens de l'administration sénégalaise. Alors dans quelle mesure y apporter une réponse, mais une réponse efficace? Si on rapporte ça à l'administration du travail, elle manque de moyens. Elle manque de moyens financiers, elle manque de moyens techniques, elle manque de moyens en ressources humaines. C'est déjà l'année passée seulement que M. le Président de la République a décidé de doter toutes les inspections du travail de voitures. C'est un aspect important. C'est ça qui a permis que les indicateurs qu'on a identifiés dans le rapport ont progressé de plus de 39%. Mais à ce jour, nous avons même des entreprises qui devaient déclarer l'ouverture de leur établissement, qui ne le font pas. Et l'administration n'a pas les moyens de faire le tour. Donc nous avons décidé pour 2014 de renforcer les moyens de l'administration du travail. Parce que si les moyens de l'administration du travail sont renforcés, tous ceux qui sont astreints à ces déclarations seront suivis et ils vont tout simplement faire ces déclarations et permettre chaque année, je pense qu'en début d'année, avoir une situation exacte qui puisse nous permettre d'avoir des statistiques qui vont nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller, parce que les statistiques seulement, ce n'est pas en termes de couverture, de contrat ou de fermeture, c'est aussi tout ce qui est fait en termes d'actes administratifs, de protocole, de gestion des conflits dans l'entreprise, de développement donc du dialogue social au niveau national. Alors, dans ce cadre, il y a un appui du Bureau international du travail qui est annoncé dans la recherche d'amélioration de ce travail des inspecteurs. Comment est-ce que cela va-t-il se décliner? Je pense que cet appui va se décliner d'abord en termes de renforcement des capacités des inspecteurs dans des secteurs qui sont identifiés. Ça va se renforcer par des formations, par des stages. Ensuite, un renforcement en termes de compétences techniques pour nous permettre d'améliorer les conditions de connexion entre les différentes inspections. Vous savez, maintenant, on a des logiciels qui nous permettent d'avoir à temps réel mensuel la situation, par exemple, concernant tous ces indicateurs que nous avons fournis, mais il nous faut connecter les services des inspections du travail, il nous faut développer de nouveaux outils, et je pense que là aussi, on va bénéficier de l'expertise dans ce secteur. Alors, monsieur le ministre, nous sommes rattrapés par le temps, mais d'abord, ces deux points importants avant de terminer, cette sujet syndical pour contraindre au strict du Code du travail, il propose la modification de la législation du travail au Sénégal. Pour ne pas le nommer, Madame Bassok, qu'en pensez-vous? Je pense que le président a décidé de créer le Haut Conseil du dialogue social. Et dans le Haut Conseil du dialogue social, on va discuter de toutes ces nouvelles propositions, mais tout ce qui peut renforcer
l'autorité de l'administration du travail est bienvenue parce que c'est cela qui permettra à toutes les parties prenantes de respecter le travail. Vous savez, les inspecteurs du travail, quand vous êtes avec l'employeur, ils les appellent les inspecteurs de l'employeur. Mais quand vous êtes avec les travailleurs, je pense qu'ils les appellent aussi les inspecteurs de l'employeur. C'est tant mieux. C'est tant mieux, donc si on renforce leurs moyens. Très bien. Alors, dernière question liée à l'actualité, c'est à propos de la FASTEF. Vous dites que la faculté accueille plus qu'il n'en faut par rapport aux besoins. Est-ce que vous parleriez d'arnaque que vous assumez en tant qu'autorité? Je dis qu'il forme plus qu'il n'en faut. Vous savez, par exemple, la FASTEF a hérité de l'école normale supérieure. Oui. Et l'école normale supérieure avait l'exclusivité en termes de formation pour ce type de personnel. Oui. Et maintenant, l'école normale supérieure a migré et est devenue la FASTEF. Ils sont maintenant au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est très simple. C'est-à-dire que tout ce qui correspond à des commandes de l'État, ça ne pose pas de problème pour leur insertion. Oui. Parce que l'État commande en fonction des postes budgétaires, en fonction de ses capacités de recrutement. Mais en plus de cela, la FASTEF a une filière qui est la filière payante. Donc, arnaque que vous n'assumerez pas? Je ne dis pas que c'est une arnaque, mais en réalité, la situation actuelle est telle que cela est en train de se dérouler et telle que cela s'était déjà déroulé dans le passé. Oui. Les mesures qu'on avait prises doivent être ajustées. La FASTEF doit harmoniser ses quotas avec les besoins de l'administration pour éviter qu'on ne vive ces situations. Parce que l'administration ne peut pas recruter plus que de postes budgétaires disponibles, parce que sinon on recruterait des agents et on n'aurait pas les moyens de les payer. Avez-vous pensé aux établissements d'alternatives? Je pense que déjà, ce n'est pas la première fois que la FASTEF engage ce type de réflexion. C'est la deuxième fois qu'on arrive à la grève de la faim. Et la première fois, pour trouver des solutions, on avait même envisagé cette piste et des personnels issus de ces structures ont été accompagnés par le ministère en charge de l'emploi et maintenant ils sont restés dans le secteur de l'enseignement privé. On va s'y mettre. De toute façon, on va renforcer le contrôle dans le secteur privé pour que seulement ceux qui ont droit à venir au niveau de ces structures, ça va libérer beaucoup de postes et je pense que les perspectives vont changer et peut-être même qu'il y aura des quotas pour le privé, je ne sais jamais, mais en tout cas il faut que les discussions avancent avec la FASTEF pour qu'on trouve une solution définitive sur les quotas à former au niveau de ces structures. Vous allez les voir, ces crises de la faim qui commencent à faiblir? Je pense que j'irai les voir. Vous savez, le dialogue social, c'est tous les secteurs. Oui. J'irai les parce que je pense que c'est seulement dans le dialogue qu'on peut trouver des solutions et que des actions de cette nature, à mon avis, ne sont pas les solutions qu'il faut mettre en œuvre parce qu'actuellement, les problèmes sont compliqués dans le monde, dans les pays les plus développés, dans les entreprises les plus structurées, à plus forte raison au Sénégal. Donc c'est dans la concertation et la discussion qu'on arrivera à trouver des solutions, pas dans la grève de la faim. Merci. Aussi le ministre de la fonction publique d'avoir été avec nous ce soir. Retrouvez Aston Tube ce week-end. Bonne soirée sur TFM. Au revoir.